que c'est ça. Ouais. Pardon. Autant pour moi. Mais il n'y a pas de mal. Bonjour, je suis avec Alexis Le Rossignol et Warin Hichen. Hola. On se redit bonjour. Bonjour. Alors non, j'allais dire on a mangé ensemble, mais non. On a presque mangé ensemble. On a fait un petit peu la boulette, c'est-à-dire que sur le groupe WhatsApp, on a proposé à Wari de nous rejoindre en terrasse. Ouais. Et puis bon, bah c'est Ramadan. C'est Ramadan. Et du coup... Non, j'étais en train de faire mon test PCR. Ok. Ouais, parce qu'on est à Barcelone. On est dans un penthouse, un petit appart à pute. Une garçonnière. Mais bien grande. Ouais, bien agréable. C'est un pote d'il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans, on était potes au Mexique. On s'est pas vu pendant 10 ans. C'est vrai. Ouais. Et là, tu reviens à Barcelone. Il a vu là que je revenais, il m'a proposé de me prêter son appart, un appart qui lui sert pas, quoi. Je dis oui. Et c'est là où tu fais le bilan sur les 10 dernières années. Ouais, bah alors là, il est plutôt en sa faveur. Laisse-moi te dire qu'il est vachement en sa faveur. Putain. J'espérais qu'il soit devenu gros et chauve, même pas, quoi. Toujours beau gosse, quoi. Il y en a qui ont tout pour eux, quoi. Et tu sais, tu peux te dire parfois, est-ce que ça rend vraiment heureux? Bah lui, il l'est aussi. Hein. Et puis toi, tu n'es pas plus que lui, c'est une certitude. Hein. Là, c'est vraiment... Tiens, prends ça dans ta face, quoi. Ouais, crochet du droit, gauche derrière, uppercut, KO. Oh, putain, la vie est belle. Pour certains. 1-0 contre Alexis Le Rossignol. Bah après, il te met bien. En plus, il te prête une trottinette. Putain, l'engin merveilleux pour visiter Barcelone. T'imagines s'il paye tout ça juste pour te... Pour m'en mettre plein les yeux. T'énerver. Après, il est endetté, le mec. Il voulait pas. Il a dit, il y a un humoriste qui vient, il vit bien, lui. Tu vois, il fait des tournées. Attends, je vais lui en mettre plein la gueule. Ce serait drôle. Peut-être qu'il s'imagine que maintenant, je dors pas dans des endroits qui sont inférieurs à ça, quoi. Bah ouais. Tu vas là. Bah c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu une story de toi, tu étais allé signer des bouquins en Angoulême, en Alsace. En Alsace, Ouais. Et tu étais dans un Putain, ouais. bel hôtel. Bel hôtel, ouais. C'est ça qu'il y a de... Pour pas signer de bouquins. En Non, plus. aucun. Il n'y avait personne. C'était à distance. Oui, mais c'est très bizarre ça. J'ai Non, pas on a compris, fait une en conférence dans un théâtre de 500 places et tout était retransmis via web, mais il devait y avoir 25 personnes à nous regarder, quoi. Ok. Et ils ont des partenaires, les mecs. Ouais. Bah, ils l'ont annulé l'année dernière, ils avaient du budget, c'est ce qu'ils nous ont dit, quoi. Ah, c'est vrai. Ils disent on a du budget à un moment donné. Là, il y a du budget dans la culture. Hein. Tout ce qui a été annulé, tu peux vendre des spectacles cette année-là. Bah oui, tu fais Vraiment. x2 quoi. Bah ouais. Ouais, sans public, mais tu le vends. Non, mais là, pour ce qui vient avec la réouverture. Ouais, mais est-ce que vous avez vu combien de personnes peuvent être dans une salle ou pas? Ça, je sais pas. Non, mais sur le principe, tu vends ton spectacle. Oui, et puis sur le principe, ils ont quand même 2 fois plus de budget que l'année dernière. Tout ce qui n'a pas été dépensé, ils l'ont, quoi. Après, ça a peut-être été réattribué ou je sais pas, mais je crois pas. Hein. Ouais, je sais pas. On va sonder les mairies pour voir à combien. Demain, le spectacle, pas en dessous de 2000. Pas en dessous de 4000. Et donc, vous êtes arrivé quand mercredi. On a joué mercredi ensemble. Ça faisait... Vous avez pu jouer pendant... Non, vous n'avez pas du tout joué depuis octobre, vous mis à part des enregistrements, non. Donc, ouais, mais c'est joué ça quand même. Moi, j'avais rien fait, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait Pasquinade, j'ai fait MC. Et c'était le seul truc. Mais t'avais pas fait des trucs au Caustic Comedy à Genève Caustic, on avait fait devant des iPads. Devant des iPads, on a fait devant iPad, devant une caméra, mais pas devant public. Et là, par contre, ce week-end, je vais jouer devant public là-bas. Ok. Ouais, en Suisse. En Suisse, ouais. Ah oui. C'est jauge réduite, mais genre t'as une vingtaine de personnes. Mais et jouer devant des iPads, ça doit être chelou quand même. En fait, c'est très chelou, mais c'est venu après le confinement où on jouait pas du tout. Du coup, c'était genre, je remonte sur scène, t'as un micro, t'as des visages, même si c'est des écrans. Et c'était genre, c'était bizarre, mais c'était cool. Et tu jouais en entier ou vous étiez plusieurs? Là, on a fait un plateau, on était 3. Et les gens étaient là. En fait, c'est un autre exercice. Tu avais des couples, donc il y avait 2 têtes dans le même. Ils ont mis des chaises, ils ont mis des iPads. Mais tu entendais des rires ou pas? Ouais, t'entendais des rires, mais il y avait un délai. T'avais des retours? Ouais, juste fallait s'adapter parce qu'il fallait faire de la blague et attendre. Tu sais, t'as un petit 2-3 secondes. C'était pour Jimo, quoi. Exactement. Jimo, il aurait fait normal. mais genre, la conclusion, c'était si t'as rien, genre si tu peux pas jouer du tout, c'est un bon compromis. Mais ça n'a rien à voir avec la scène où tu as des gens devant toi.
C'est comme quand tu fais un tour de cours en prison alors que tu as été au cachot pendant 3 mois. Exactement. Ouais, c'est exactement. T'es content de voir du ciel bleu. Quoi. Voilà, tu dis par rapport à rien, c'est mieux. Tu vois, Et toi, t'as pas du tout joué, Alexis? Non, j'ai pas joué. Et puis, en plus, j'avais pas envie de jouer dans le sens où j'avais pas envie de donner un peu du grain à moudre au gouvernement qui aurait pu dire derrière, ouais, vous voyez, en plus, les gens s'adaptent, etc. Tu vois. Je trouve que c'est un peu faire le jeu du gouvernement que de jouer quand même devant des écrans. Moi, ça me fait chier. En fait, je fais pas ce métier pour ça, quoi. Donc, quand tu fais ça, en gros, tu donnes un signal qui est OK, bon, bah, on accepte, machin, on trouve des. Je sais pas. Enfin, pour moi, c'est une solution temporaire. C'est pas une démarche pour dire vas-y, ça va remplacer. Momentanément, c'est quand même ce que tu fais quand tu joues. Non, mais parce que toi, tu as besoin de jouer aussi, juste pour ne pas rester sans rien. Bah moi, j'avais la radio, donc j'avais un rendez-vous par semaine, tu vois. Ouais. Donc non, j'avais pas besoin de jouer. C'est ça, c'est de se dire c'est un exercice. Ou si tu perds l'exercice de monter sur scène, de jouer, même si c'est Zoom. Moi, j'ai fait même des Zooms depuis chez moi. Et après, tu t'adaptes. Hein. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la scène, avec public. C'est un autre exercice. Ouais. Mais moi j'avoue que j'ai beaucoup. Enfin, je voulais pas faire de Zoom de chez moi, quoi. C'était vraiment un truc où pour moi, avoir du public en face, c'est inhérent. Tu vois, j'ai fait le festival de Saint-Gervais et qu'a maintenu parce qu'ils étaient en streaming. Mais il y avait quand même les bénévoles et des pros dans la salle, tu vois. Et déjà, j'avais un peu cette appréhension de jouer que devant des pros parce qu'on sait que c'est relou un peu, tu vois, de jouer que devant des professionnels. C'est pas les plus généreux en rire en général. Bah ouais, mais justement là, c'était la bonne surprise. Mais c'était des pros de quoi? Bah c'était des prods, des journalistes, tout ça? Ouais, ça, les humoristes venaient avec leur manager, machin. Ah ouais, d'accord. C'était le Théâtre des Béliers qui organisait, donc ils ont l'habitude de se bouffer des spectacles. Et puis, tu avais des bénévoles. Mais il y avait un truc très convivial où les gens se disaient... on sait que pour eux, ça va être particulier. Donc, ils étaient au contraire, à la limite, quasiment plus généreux que s'ils avaient été dans une salle lambda. Tu vois. Mais là, il n'y a pas eu de problème avec une partie genre sur streaming avec un délai et une partie sur place. Il n'y a pas eu de... Non, après, ils avaient mis des gros moyens. Tu vois, il y avait vraiment 4 cams, un camion régie et tout ça. Donc, et puis, tu jouais pour les gens du public. Après, s'il y avait un petit décalage... Et tu sais combien il y avait de personnes qui regardaient? Ouais, il y avait genre entre 400 et 500 par soir, quoi. Donc, c'est ce qu'ils disaient. Ils ont eu plus de public que s'ils avaient ouvert le théâtre qui faisait 300 personnes. Et puis, bon, après, comme les gens étaient un peu disséminés, t'avais des gens au premier rang et t'avais aussi du fond de salle, quoi. Donc, ça faisait pas vide, quoi. T'avais 60-70 personnes. Faut pas le dire. mais donc non, c'était pas si désagréable que ça, quoi. Et puis ça faisait du bien aussi de jouer, même si j'avais rejoué ici. C'est sûr, mais tu vois, pour moi c'est ça aussi, c'est de se dire que c'est un exercice qui se maintient même dans des conditions un peu compliquées. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jouaient dans des cafés-théâtres, dans des caves, c'était pas des théâtres, mais ils disent voilà, il y a un micro, il y a des gens, il y a du bruit, mais au moins je joue. Tu vois, je perds pas la main. Et après, c'est sûr que si tu veux retrouver les vraies sensations du stand-up, tu as besoin d'un vrai théâtre, des gens qui sont bien installés. Mais d'ailleurs, donc vous êtes arrivé mercredi après-midi à Barcelone. Ouais. Et donc toi à 11h, Harry, et toi vers 16h30 mercredi. Donc vous avez rejoué devant du public là mercredi. Ça, vous l'avez senti comment? Moi honnêtement c'était mortel, hein. C'est de voir des gens, de voir cette proximité et de voir aussi ce côté on joue vraiment pour le public, genre tu peux faire ce que tu veux devant une caméra, tu peux faire c'est jamais comme lorsque tu joues devant des personnes live comme ça, de rebondir sur ce qui se passe, de sentir que voilà, je sais pas, même le bruit des gens qui parlent, ça m'avait manqué, je te jure.
Moi, j'avoue, j'ai un peu triché, je crois. En fait, putain, je me rappelais plus du tout de mes textes. Du coup, j'ai un peu entrefait de l'impro et je sais pas, balancer des trucs que j'avais écrits dans le train. Dans le train, ouais. Très en mode, ok, on va être complices ce soir. C'est une reprise. Pas de pression. Pas de pression. J'avais un peu picolé aussi. Ça aide. Pas qu'un peu d'ailleurs. J'étais bien bourré en rentrant sur scène. Mais déjà à 19h ou plus à la session de 20h30 ? En fait, à 20h30, j'ai commencé à avoir mal au crâne. Ok. Et du coup, j'étais pas très bien sur scène. La première, j'étais bien. T'as préféré la première, toi ? Mais tu sais, j'étais un peu sur ce moment quand t'es en début de cuite et que tu flottes un peu là. T'as la montée ? Ouais, t'as la montée. Tu sais pas si les gens ils se marrent, t'es là, mais toi, tu t'enchaînes. T'as l'impression d'être, je sais pas, que tout passe quoi. Là, j'ai regardé après les vidéos, j'étais là, oh putain. Finalement, pas tant que ça. Si, il y a des bons trucs, tu vois. Il y a des trucs que je vais garder. En fait, ce que je voulais faire, c'était pas rejouer des trucs déjà testés 1000 fois. Je voulais venir ici pour tester du matos nouveau sans pression, en fait. Okay. Et me dire, je rentrerai peut-être en France avec un peu de trucs qui soient exploitables. Ouais. Ou rien, mais c'est pas grave. Tu vois, un peu comme un truc sans conséquences. Ouais, je suis d'accord, mais parce que moi, je sais que, tu vois, je fonctionnerais avec le truc du burger, on a l'image du burger, où tu fais du sûr, du test, et après tu termines avec du sûr. Moi, je pense que si j'étais revenu sans avoir joué depuis autant de temps, j'aurais, pour me rassurer, j'aurais fait un peu de sûr au début, tu vois. Ouais, dans la deuxième, j'ai fait un peu plus de sûr, parce que entre les deux spectacles, t'as continué de boire. Ouais. Et à un moment donné, j'étais plus du tout aussi serein qu'à la première. Ah ouais. Tu vois. T'as perdu de la sérénité alors que grave. La première session, ça s'était bien passé. En fait, j'ai eu un élan de réalisme. À un moment donné, je me suis dit, oh mec, t'es complètement déchiré, tu vas monter sur scène, t'as rien préparé. Enfin, en fait, si j'avais préparé, ce serait mentir de dire le contraire. Mais j'avais, je sais pas, j'ai eu comme un retour de bâton en me disant, mais en fait. Mec, voilà quoi, il faut être au niveau. Il faut être performant. Hein, tu vois, et c'était pas un manque de respect vis-à-vis du public. C'était moi-même qui m'étais un peu conditionné à jouer comme ça. Pour la première session, ça s'est hyper bien passé. Et la deuxième, je sais pas. Et du coup, j'ai fait les rouleaux de jambon d'entrée de jeu que je joue plus depuis hyper longtemps. Là, j'ai tapé. Enfin, les gens ont applaudi 2 fois et tout, c'était bien. Et après, j'ai dit bon, là, c'était tout ce que je maîtrisais encore. Dans ma tête, c'est le bordel derrière. Donc voilà. Et j'ai instauré une espèce de dynamique en disant, voilà, quand il y a des flottements, bon, on est complices ce soir. Je m'en rends compte, soyez-en rassurés. Je sais que vous vous en rendez compte aussi, juste on se respecte, quoi, tu vois. Et là, en fait, ça a détendu l'atmosphère, mais ça a été un peu laborieux quand même, quoi. Vraiment. C'est le truc de faire du sûr ou pas sûr, je pense que pour moi, c'était tellement... je suis tellement content de revenir et de jouer dans un théâtre devant des gens que limite je m'en foutais de ce que j'allais jouer. C'était juste de retrouver des sensations. Donc j'ai fait le texte que je faisais d'habitude. J'ai rajouté 2-3 trucs pour Barcelone. Mais pour la première fois, je m'en foutais vraiment du texte. Tu te souvenais de ton texte ? En fait, dans ma tête, oui, ouais. mais je l'ai fait différemment. Ouais, mais c'est vrai, parce que je ne l'ai pas fait comme d'habitude. Parce que je cherchais les transitions. Ouais, mais c'est ça, en fait. Moi, je ne les avais pas du tout, quoi. Ouais. Mais en gros, d'habitude, je me pose toujours la question, est-ce que je fais un texte que je suis en train de préparer, machin, que je dois filmer ? Par même la question de se filmer, d'habitude, je ramène toujours ma caméra. Et là, je ne voulais pas de caméra parce que je savais que ce n'était pas ça que je recherchais. En fait, je ne cherchais pas une vidéo à poster. Je cherchais plus... des sensations de reprise, quoi. Ok. Donc je m'en foutais du texte que j'allais faire, c'était plus de allez, je vais être sur scène. Ouais. Mais c'est drôle en plus parce que moi à 19h là, je vous l'ai déjà dit, mais là depuis que je joue fin janvier à Barcelone, c'était le public le plus difficile que j'ai eu en 20-30 scènes, quoi. À 19h, je les ai trouvés mais dégueulasses. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé pour présenter à 20h30, je leur ai dit mais lâchez-vous parce que là, vraiment à 19h, on n'avait que des. Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était vrai. Ah ouais. Après le spectacle. Ouais. Sur Instagram, ils m'ont dit c'est vrai qu'à 19h, c'était pourri et tout. Et moi, je n'étais pas trop conscient. Je dis je sais pas. Demander à des gens. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont ri quand même, tu vois.
Ah ouais, non, moi j'ai vraiment à 19h, j'ai trouvé ça dur, tu vois, en chauffe. Et puis après, dans mon passage, ça s'est mieux passé. Mais les premières 5 minutes de mon passage, en plus, moi j'avais l'impression que il m'avait déjà vu 15 fois, mais en fait, au final, pas tant que ça. Il y a beaucoup de Français en fait ici. Et du coup, j'ai ressorti des textes de mon ancien spectacle, tu vois, parce que je m'étais dit, en fait, ils ont déjà tout vu, quoi. Il est revenu à la petite loge. Non, loge avant 2017. Je suis revenu au Théâtre du Bout à Pigalle, mon gars. Alors là, je fais des noirs entre les sketchs, j'ai pas de micro. Tu sais, quand tu commences à chercher, c'est quoi le hit, le plus sûr des sûrs, je vais le sortir. Mais je pense que toi, tu avais l'avantage, ou peut-être tu avais plus d'informations, parce que comme tu avais joué ici, donc tu voyais qu'ils étaient peut-être durs, mais peut-être nous, on n'a pas vu ça au début. C'est-à-dire que pour nous, c'est peut-être comme ça, le stand-up, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On a oublié que c'était comme ça. Et moi, j'étais super content d'être sur scène, en tout cas. C'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi... Ah ouais, t'as retrouvé le truc d'enfant, quoi. Ouais, de dire, putain, mais c'est ça, de retrouver une salle, même les ambiances d'avant, de rentrer, les loges, tout ça. D'avant, t'as pas pu le savourer trop, parce que... Ouais, mais là, parce que, putain, et je vous ai maudit. On est arrivé juste à l'heure. Voilà, de la minute avant. Le spectacle commence à 19h, je leur donne rendez-vous à 18h. À 18h45, j'étais avec Hugo et Amaury, les deux potes qui nous aidaient pour. Et j'étais là, un quart d'heure avant le spectacle, il va falloir que je fasse mon spectacle entier. Et l'autre qui arrive, je suis allé faire des courses parce que pour l'after il faut du whisky. C'est la putain, c'est vraiment. Mais on est tous dans ce qu'il y a autour du spectacle, mais pas le spectacle en tant que tel. Vous êtes venu pour Barcelone. Pour l'habillage, pour retrouver la scène, retrouver Barcelone, retrouver des gens. Et le spectacle, écoute, c'était accessoire, quoi. Ah ouais, c'est ça en plus. Hein. Ouais. C'est toujours agréable pour celui qui organise. Non, mais au contraire, je trouve que c'est ça l'essence du stand-up. C'est quand tu t'en fous du... C'est que tu te prépares quand même. On n'est pas venu sans rien. Mais genre, arriver à ce stade où tu dis, ça y est, c'est bon, je m'en fous de... En fait, je m'en fous de la réaction des gens. Tu vois ? Mais ça, moi, je comprends ça parce que ça peut paraître un peu hautain de dire ça, tu vois. Mais moi, je le ressens aussi dans le sens où, au final, ton texte, tu l'as joué 15 000 fois, tu vois. Ouais. Tu sais que ça marche correctement. Et en fait, juste si toi, tu as été bon. Après, si ça n'a pas pris, ça n'a pas pris et ça fait partie du jeu. Et il y a des scènes moins bonnes que d'autres et il y en a qui sont géniales alors que tu n'avais pas finalement plus préparé, tu vois. Et je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un peu de... Moi, j'avais un peu peur de bider avec du sûr et de me dire, putain, j'ai plus aucune certitude. Alors que là, j'arrivais avec des trucs pas testés, je me disais, bon, si ça marche, c'est cool, sinon j'aurais le prétexte du c'était du neuf et tout, quoi. Moi, c'était pas genre dans le sens où je m'en fous des gens parce que je sais ce que ça va donner. C'est vraiment, je m'en fous des gens parce que. Enfin, je m'en fous des retours, dans le sens où je sais que, au fond, c'est pas ça qui va me. C'est-à-dire que même cette coupure a fait que le stand-up, ça y est, je l'approche plus de la même façon. De dire de bider ou de machin avant tu dis putain ça j'ai bidé là tu te remets en question là j'ai bidé mais écoute si j'ai des limites j'accepte les limites de la vie et je sais que ça va pas marcher tout le temps et voilà c'est comme ça et ça c'est vraiment tu relativises maintenant quoi. Ouais tu relativises, il faut accepter la défaite. En fait c'est comme les joueurs de foot quand ils sortent du match et parfois contre le PSG ils disent on savait que c'était très compliqué et voilà. Mais on est là pour jouer au foot, on joue au max et tu dis putain j'ai raté un tir. Non mec ça y est, t'as perdu le match, c'est comme ça, c'est la vie. On passe au deuxième quoi. C'est exactement. On fait match après match. T'as lâché une caisse là hein? C'était hors micro. Ah putain. On est en plein air. Mais le mec il lâche une caisse comme ça. L'air de rien. Normalement, ça passait. Ouais, je pense que tu aurais dû mettre le micro au niveau de ton anus et en faire profiter tout le monde. Attends, ils ont pas l'odeur, je veux dire, c'est pas gênant, quoi. C'est humain. Et du coup, on a joué donc il y a 2 jours en français et on a rejoué en espagnol avec le Buena Risa Comedy hier.
vous l'avez senti comment ? Bien cool. Bien cool, ouais. Franchement. C'était hyper cool, ouais. C'était très sympa. Pareil, petite salle, très jolie salle. Ouais. Belle ambiance. Là, je suis arrivé beaucoup plus tôt que la première fois. Donc, du coup, je suis pas le professeur non plus. Non, c'était. Moi, je trouvais ça très cool. Il y avait une belle ambiance et il réagissait bien, je trouve. Ouais, grave. C'était hyper cool. Je trouve que quand la complicité, elle est mise. Je sais pas si c'est la salle qui veut ça parfois, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des salles qui sont propices à ça, tu vois. Là, il y avait ce côté où, déjà, c'était vachement éclairé au début. Puis c'était des petites tables. Même dans le premier spectacle du lundi, mercredi. Ça faisait un peu cabaret. Mais ça faisait cabaret, voilà. Et la chanson avant, donc les gens étaient un peu dans une ambiance. Ouais, c'était détendu, quoi. Ouais. Et puis, je sais pas si ça vous le fait, mais le fait de jouer dans une autre langue, moi, ça me libère complètement, quoi. Comme s'il y avait comme si c'était un peu du bonus dans la vie, quoi. Ouais. Genre, je sais pas, tu fais je sais pas, t'as le droit de te salir, quoi. Tu vois, comme quand tu joues au foot et ta mère elle dit bon, aujourd'hui t'as le droit de te salir. Et là tu te jettes partout, quoi. Je sais pas, vous avez l'image, c'est vraiment une image de footeux en province, quoi. Les voies parallèles. Ouais. mais ouais, non, moi je suis d'accord en général, mais tu vois, moi par exemple hier j'ai trouvé que j'ai galéré un peu sur l'espagnol, tu vois, c'était moins fluide que les scènes que j'avais fait en espagnol où justement j'étais un peu le français, donc il y avait une curiosité, on me pardonnait, mais hier j'ai pas ressenti moi ce plaisir-là. Chose que toi, Harry, je trouve que tu me fais marrer en espagnol parce que tu arrives avec t'as un niveau d'espagnol qui est tout à fait correct, mais tu es beaucoup plus fluide en français et en anglais, quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est une sorte de facilité de dire de toute façon, je sais que je ne vais pas parler aussi bien qu'un espagnol ou quelqu'un qui a vécu longtemps en Espagne ou dans un pays qui parle espagnol, mais et de jouer avec ça, et les gens ils sont beaucoup plus avec toi parce qu'ils voient un peu l'effort que tu fais, et c'est vrai que en fait c'est très intéressant parce que c'est des niveaux de jeu. Au début tu peux faire du stand-up en jouant sur le fait que tu connaisses pas très bien la langue, tu vois. Mais après, par exemple, quand je joue en anglais où je maîtrise plus que l'espagnol, en fait, ce jeu-là, tu peux pas tenir longtemps avec. Ouais. Au bout d'un moment... Oui, c'est une béquille qui se voit trop si tu l'utilises tout le temps, quoi. Et dès qu'ils voient que tu maîtrises un peu plus, ils cherchent à avoir des vannes... plutôt que de dire tu sais moi je galère avec la langue, blablabla, tu vois. Ouais, Moi j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu joues dans une langue qui est pas la tienne, tu peux aussi facilement aller sur des observations. Enfin, tu vois, je sais pas, j'ai raconté un peu ma journée hier et c'est un truc qui est vachement accepté parce que les gens vivent là, et quand tu arrives avec un peu de recul et tu racontes une anecdote ou un truc qui vivent au quotidien mais qui n'ont pas relevé, ils ont plus de recul, quoi. Le truc de dire qu'ils bouffent du porc à tous les repas et en entrée, machin, et même au dessert. Ouais. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai bouffé le midi. Et je me suis dit, putain, il y a une vanne. Et en fait, quand tu es dans un pays, parfois, tu te rends pas compte des choses qui sont évidentes. Et tu as un mec qui arrive, il vient jouer, il te fait un 5 minutes sur un sujet qu'il a observé dans la journée. Et toi, tu es avec lui, tu dis, ah putain, mais c'est tellement vrai. Oui, grave. Donc, l'identification, ça marche bien, tu vois. Et voilà, enfin, c'est tout, quoi. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Ton avantage, c'est que tu as un œil extérieur et tu vois des petits détails, et même aussi la façon peut-être eux aussi ils l'ont vu, mais toi comment tu vas le raconter, ça va être beaucoup plus intéressant pour eux. En plus tu vas rajouter des trucs pour la blague. Ouais. C'est ce que tu dis, voilà, tu as mangé les desserts et après tu es parti à la plage, ce qui n'était pas vrai, j'imagine. Si, je suis allé à la plage avant. Ouais. Nudiste, non. Si, c'était vrai. Attends, c'était vrai, ça. Tu peux la raconter, cette histoire? En fait, je vais à la plage avec la trottinette, là, et je me fous sur un banc, tu vois. Ton pote millionnaire. Ouais. Je me fous sur un banc, et en fait, j'étais un peu... tu sais, quand parfois tu es sur un banc et tu révises ton texte, t'es pas trop à observer, quoi. Et en fait, en plus, j'avais mes lunettes de soleil qui sont pas des lunettes à ma vue. Et moi, sans les verres correcteurs, je vois vraiment que dalle à 10 mètres. La correctionne. Ouais. Et donc, je suis assis sur un banc, je regarde l'horizon sans le regarder, quoi. Enfin, je regarde la mer, quoi. Et là, il y a un type qui passe, un Français, il me dit hey, Alexis Le Rossignol et tout. Il s'arrête, il courait, tu vois. Il me dit putain, c'est un bon spot pour regarder la mer, là. Hein.
Je fais ouais et tout. Puis il me fait un clin d'œil, tu vois. Je comprends pas trop. Il s'en va. Je remets mes lunettes de vue après. Je me rends compte que j'étais sur la plage de nudistes. Enfin, devant les nudistes. Je regardais des culs depuis une demi-heure. Mais sans les voir. Sans les voir. Et lui, il t'a pris pour un gros Ben voilà, pour un gros voyeur. Mais moi, ce qui me fait marrer chez toi, Alexis, parce que plusieurs fois, j'ai fait tes premières parties au point virgule. Et en fait, du coup, tu changes pas mal ton texte et tout ça. Et en fait, tu as vraiment l'avantage du bon pote qui peut te raconter tout et n'importe quoi. Et tu l'écoutes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et ça, c'est assez marrant parce que des fois, tu racontes un tour de jardin ou l'émission de Stéphane Plaza. Et en fait, c'est toujours très cool, tu vois, à t'écouter. Enfin, tu vois, et ça me fait... C'est un gros avantage, je trouve, que t'as, toi. Ouais, et en fait... T'as moins besoin de punch. Et c'est pas péjoratif. Hein, ouais, non, mais c'est cool quand il y en a. Mais en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que je me fatigue énormément à faire le même spectacle tous les jours. Ouais. Donc je change tout le temps, en fait. Et donc c'est... par exemple, Bouchard, mon producteur, ça le rend fou, quoi. Il me dit, mais fixe ton spectacle, bordel. T'es le seul qui fixe pas de spectacle. Je peux pas vendre ton spectacle. Je sais même pas ce que tu vas faire, tu vois, pour une capta. Ouais. En fait, j'ai accumulé, c'est peut-être prétentieux de dire, mais je pense que je peux faire 2 spectacles en un. Enfin, je pense avoir pas loin de 2 heures en tout. Et en montant sur scène, j'ai plus ou moins les sketchs, mais pas un enchaînement clair. Et parfois, je me fais 10 minutes d'impro, machin. Puis dans ma tête, je me dis, bon, je zapperai ça. Puis si ça se passe bien, je prolonge. Et en fait, je passe une bonne soirée. C'est un peu égoïste, mais j'ai envie à chaque fois de passer une bonne soirée, moi aussi. Et je pense que les gens le ressentent, tu vois. Ce côté, voilà quoi. Même je le dis parfois, je dis, là, franchement, on s'est bien marré là-dessus. Du coup, je vais devoir tailler 2-3 vannes. Mais franchement, elles n'auraient pas été plus drôles que ce qu'on vient de faire, tu vois. Et je les mets dans la complicité. Et il y a des gens qui viennent plusieurs fois au spectacle et qui me disent, putain, c'est trop bien, on voit pas le même spectacle. Ouais. Et donc, le risque de ça aussi, c'est que parfois, tu fais une impro et elle est moins bien. Ouais. Elle est moins bien. Donc après, il y a les ficelles de comment tu t'en sors avec un truc moyen, tu vois. Non, mais après, tu peux juste le structurer parce que moi, pareil, j'avais le même problème ou peut-être la même chose, c'est que le fait de se lasser rapidement et le fait de bouger aussi, de changer à chaque fois. C'est vrai que quand on jouait en Suisse, j'adaptais pour la Suisse. Quand je jouais en France, j'adaptais pour la France. Et après, quand tu viens te poser cette question de la captation, tu dis qu'est-ce que je vais capter? Et tu te retrouves à dire, putain, mais j'ai plusieurs versions, elles ne s'enchaînent pas pareil. Mais je trouve que après, ça peut être... en fait, nous, on se met dans un moule où il faut avoir le même spectacle à vendre et que du coup, il faut le capter. Mais à la limite, on s'en fout. Non, le moule, moi, je le refuse un peu dans le sens où c'est pas être punk que de dire que je pratique pas mon métier avec le même plaisir si je dois faire la même chose tous les soirs. Et en fait, ce que je crois, c'est que les gens, ils le ressentent. Alors que si tu arrives plein d'enthousiasme parce que tu as observé un truc dans l'après-midi et en fait, moi, j'aime bien le côté saut dans le vide. Je le tente. Bon, ça passe, ça casse, c'est pas grave. Il reste... Tu vois, je me dis, allez, le spectacle, il dure 1 heure et j'ai bien 50 minutes solides, je sais que ça va rire. Je peux bien me prendre 10 minutes. Et en fait, j'aime bien le faire d'entrée de jeu. Je sais qu'Haroun, par exemple, il fait un truc, c'est à la fin. À la fin, oui. Et moi, j'aime pas du tout parce que j'ai l'impression que dans ma tête, j'attends le moment où je vais le faire. Et du coup, tu as tout le spectacle qui est venu avant et qui va t'orienter. C'est-à-dire tu sais à peu près comment ça marche, tu n'es pas dans la même confiance. Alors que quand tu arrives en lâcher prise totale, tu fais 10 minutes et puis après tu sais que de toute façon tu les récupéreras. Il y a ce côté, voilà quoi. Et c'est genre... Même comme une première partie quoi. Ouais, c'est ma propre première partie. Parce qu'au début j'en prenais des premières parties, puis je me suis dit tiens, quand il n'y en a pas, c'est cool de faire ton propre délire quoi. Tu vois Mon anecdote du jour sera mieux que Tristan Lucas en première partie. T'es venu souvent, arrête. T'es pas à plaindre. Non, mais c'est vrai, mais après, encore une fois, si toi, ça te fait plaisir de faire ça, et en plus, c'est ça le but, c'est que de ressentir que tu es dans le partage. Et le fait de... Il y a des styles aussi différents, il y a des styles de spectacle où il faut du texte, il faut que ça soit rythmé, il faut que ça soit... T'as d'autres où c'est la personnalité fait que, voilà, ça va parler d'actu, ça va parler de... Mais parce que moi, ce truc-là, moi j'aime beaucoup faire des nouveautés, mais je les teste principalement au Mokiri dans le 20e et tout ça. Et c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à les lâcher de manière naturelle dans le spectacle. Et j'ai
j'ai un peu plus besoin de bien savoir mon texte que toi, par exemple. Tu vois. Après, il faut voir que ça, j'ai commencé à le faire en jouant 3 puis 4 fois par semaine au point virgule. Effectivement, ça fait une grosse diff. Quoi. Et puis en fait, moi, j'ai toujours un truc, je sais pas si ça vous arrive, mais je pense tout le temps au régisseur. Et je me dis, mais lui, il écoute mon spectacle tous les jours, il doit en avoir plein le cul, et parfois je joue que pour lui. Tu sais, à la fin, j'ai changé, t'as vu? Puis lui, il dit, oh non, j'étais sur mon portable, j'ai pas écouté. Ah bâtard. C'est pour toi que je fais ça, merde. C'est pour toi que j'ai pris mon beat d'impro. Pour que t'aies pas une vie routinière, quoi. J'ai exactement le même problème. C'est dès qu'il y a une personne qui a vu mon spectacle, ou par exemple régisseur, ou je vais tout faire pour changer. Même si c'est changer l'énergie, changer En fait, j'ai ça aussi, c'est que déjà pour moi, tu sais, j'ai un problème de refaire la même chose. Mais en plus, quand tu as quelqu'un qui te regarde, c'est comme les régisseurs, ils jugent beaucoup les régisseurs. Tu sais, ils sont là, ils regardent. Et après, parfois, ils disent, tu sais, ça n'a pas marché, ça. Alors que les autres, ils n'ont pas vu que ça n'avait pas marché. Parce que c'était noyé. Ah, j'ai vu que ça n'avait pas marché ton truc, là. T'as tenté. Putain. Du coup, c'est vrai que tu joues pour lui aussi. Tu joues. Ouais. Et j'aime pas venir avec un régisseur en tournée non plus. Ouais. Bah, en plus, t'en as pas besoin. Alors, déjà, j'en ai pas besoin. Mais de deux, en fait. Il y a aussi un truc, c'est que ça me fait toujours un peu chier de passer un week-end avec un mec et de m'obliger à bouffer avec lui. J'aime bien avoir ma petite routine. Puis, en fait, c'est con, mais moi, je fais un peu du stand-up pour faire du tourisme aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est accessoire, on l'a dit. J'aime bien aller visiter la cathédrale. Puis à chaque fois, j'ai l'impression de... Je sais pas, je dis ça au régisseur qui va me regarder bizarrement, du genre, mais ça t'intéresse vraiment? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Et en fait, j'aime bien être tout seul, aller me prendre un café, lire la presse locale et pas forcément avoir de compte à rendre, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a vachement en commun tous les trois. Bah, d'ailleurs, vous êtes les deux premiers invités qui reviennent 2 fois dans le podcast. Et on était ensemble la première fois? Non, vous n'étiez pas ensemble. Toi, on avait fait un truc sur langue étrangère avec Sébastien Marx et on avait enregistré la même journée. Et toi, tu étais avec Yacine Bellous. Ah oui. Sur les Arabes. Les Arabes dans le stand-up. Et je les ai pas invités à manger à Barcelone. Les Arabes dans le stand-up. T'en as beaucoup, quoi. Tu peux faire plein d'épisodes. Et après, je fais les Noirs dans le stand-up. Et après, je fais les Chinois et j'invite Nam Nam. Voilà. C'est ça. À chaque fois, tu l'invites lui. Non, t'as Bonaimin. Oui, c'est un Chinois en plus. Alors que Nam, il est vietnamien. Même si, bon. Ouais, ça va, tu chipotes, putain. Allez, c'est bon. Le podcast allait bien jusqu'à maintenant. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un point commun qu'on a tous les trois, quoi. C'est que moi, quand j'ai découvert en allant jouer à Hong Kong que je pouvais au moins me rembourser mon voyage en faisant du stand-up, mais j'ai continué à fond. Et même si des fois j'ai joué devant 20 personnes à Dakar, ça m'a juste payé mon billet d'avion, et j'étais là, je suis déjà gagnant, quoi. Et ça, moi j'adore ça, quoi. Bah ouais, parce que parfois en fait tu vas bosser dur en France pour te payer des vacances qui vont te coûter cher, et là tu peux aller jouer et ça va te rembourser ces vacances que tu aurais mis du temps à te payer en travaillant en France. Bon le résultat, tu vois. Ouais. C'est voilà, quoi. Mais toi Wary, c'est encore différent parce que toi tu voyages dans les deux, enfin tu joues régulièrement à l'étranger, mais plus dans les endroits où tu vis. tu vois ce que je veux dire, c'est que nous on est des touristes du stand-up. Mais moi je l'ai beaucoup moins fait que toi quand même. Ouais. Mais bon, on a été à Berlin, on a fait Barcelone, Madrid. Enfin, on a quand même un peu bougé. Et puis, même si c'est pas... Enfin, il y en a qui sont très parisiens dans leur approche. Ils veulent jouer que à Paris. Et s'ils vont en tournée, c'est que dans des grandes salles. Toi, ça te gêne pas d'aller à Poitiers ou machin. Donc, parce que tu es content de découvrir Poitiers. Donc, il n'y a pas besoin de partir à l'étranger pour faire du tourisme, quoi, en fait. Non. Mais alors, toi, Wary, c'est vraiment genre... T'es un nomade du stand-up, mais parce que t'as 4 maisons, quoi. Moi, c'est venu naturellement encore, parce qu'avant, quand je travaillais, je voyageais beaucoup et je restais dans les endroits où j'allais travailler. Donc, je passais des 6 mois ici, 7 mois par là, machin. Et du coup, quand j'ai switché au stand-up, ayant des contacts un peu dans ces endroits-là, tu dis, vas-y, je reviens, je sais où je peux jouer et loger et machin. Et du coup... c'était c'est resté comme ça. J'aime bien garder un lien avec les endroits où j'ai passé des moments intéressants. La grande question, c'est quand même comment tu gagnes ta thune, quoi.
Parce que toi, t'es toujours la en thune, train de prendre l'avion, en train d'aller à New York. l'avion, tout ça. Il y a un mystère Warren Ishii. Franchement, moi, j'aimerais bien le percer. C'est vrai quoi. qu'en plus, Je te titille souvent avec ça. Je sais que tu réponds pas vraiment. Alexis est très curieux de ça, de savoir genre Wari. Attends. Je vais te donner des exemples très simples. Toi, tout à l'heure, je t'ai dit Zoom, machin. Tu as dit, ouais, Zoom, moi, je fais pas. Ça me saoule. Si je te dis que j'ai fait des shows pour des entreprises sur Zoom et que ça paye super bien, déjà, en fait, c'est ça. C'est que moi, par exemple, je refuse pratiquement aucune scène. Mais tu as été sollicité par des entreprises. Ouais, j'ai été sollicité par les entreprises et fait une démarche commerciale. Et en Suisse. En Suisse, après tu joues en Suisse. Non mais parce qu'en Suisse ça se fait beaucoup plus que en Suisse ça se fait beaucoup plus, mais pour l'instant en fait j'ai pas. Je suis nouveau un peu en Suisse et je pense que pour bien travailler avec des entreprises, il faut connaître aussi un peu le pays, la culture locale. Un Thomas Wiesel, par exemple, en Suisse, il connaît très bien tous les partis politiques, machin, donc il peut faire des vannes adaptées. Moi, je peux faire que des vannes sur l'international. Donc, on a fait, j'ai fait avec d'autres artistes des grosses boîtes. On a fait une fois Philippe Maurice, tu vois. Ça reste international. Donc, ouais, en plus, je fume pas, donc. Mais tu vois, par exemple, ce genre de choses. S'il y a de l'argent à récupérer des cancéreux. Et je dis ça. En plus, ce qui était marrant dans cette soirée-là, c'est qu'il y avait le patron donc de l'équipe qui était là. Donc lui, il organise une soirée. Et généralement, les patrons, ils sont là, personne n'ose parler. Mais moi, je connaissais pas en fait. Toi, en tant qu'humoriste, t'arrives, tu le tailles, et tu vois que les gens, ils sont contents. Et tu te dis, putain, mais c'est qui ce mec? Et après, tu découvres que c'était le patron. Et c'est lui qui te paye. Mais en général, ils adorent ça. Non, mais ils adorent ça. C'est comme ça que tu te payes tes billets d'avion. Non, mais ça, c'est une partie. C'est que je joue dans les avions aussi pendant les vols. C'est un sandwich triangle ou une vanne de Warren Ishii. Non, mais les avions, les avions, moi, je suis sûr que là, j'ai payé mon billet moins cher que toi. Parce que, c'est juste comme je disais tout à l'heure, mon retour, il est à 10 €. Et en fait, tu vois, parfois les avions c'est pas plus cher que le train ou que. Ouais, mais moi je prends pas le train pour une question de tarif. Oui, après là il y a. Pour moins prendre l'avion. Et tu repars comment là en France? Je prends l'avion. Voilà, merci. Je fais 1 sur 2. Ouais. C'est déjà c'est pas mal. T'es flexitarien. Franchement, si j'avais pu prendre le retour en train, mais là il était à 120 balles parce que je me suis pris tard. Bon voilà, j'ai pris l'avion, mais. Ouais, mais après si on commence à faire le bilan. On va regarder ce que tu manges, machin. Non, mais de toute façon, personne n'est parfait. Voilà. C'est juste un. Mais en plus, je critique pas ta façon d'être, mais c'est juste que. Voilà, en fait, c'est le truc de. À quel moment on continue à être cohérent avec ce qu'on dit et ce qu'on pense, quoi. C'est tout, quoi. Donc, à un moment donné, s'il y a un train qui y va et qui te coûte un peu plus cher que l'avion, tu le prends, quoi. Mais du coup, tu as le curseur de jusqu'où tu vas à mettre plus. Mais oui, c'est vrai aussi. Non, mais ouais, grave. Mais moi, un billet d'avion à 10 € pour faire Barcelone-Genève, ça devrait être interdit en fait. Oui, voilà. Ça ne devrait même pas exister. Après, faut pas regarder le voyage. Si on devient un peu. Faut regarder sur le long terme. Okay. Moi, par exemple, pourquoi je fais tout le temps la même compagnie, c'est que j'ai des cartes, après j'ai des points, j'ai des machins, et du coup derrière, tu as beaucoup plus d'avantages. Tu nous fais quoi là? Non, mais c'est vrai. C'est parce qu'il c'est un argumentaire commercial. Non, c'est un argumentaire commercial, mais c'est un zoom pour Air France dans un peu de temps. Mais c'est vrai, en plus, j'ai fait des shows pour Air France que je salue. Très très bonne compagnie. Voilà. Non, mais après, chacun. Oui, non, mais c'est en fait, chacun a une logique. C'est ça ce que je veux dire. C'est que c'est pas. Si tu prends juste, t'as pris un avion de là à là, t'aurais pu prendre le train ou le bus ou j'en sais rien. Moi, je dis à personne, t'aurais dû. Oui, déjà, il y a ça. Moi, par rapport à l'écologie, j'essaie d'être le moins moralisateur possible. Moi, en gros, je dis ce que je fais, mais pas pour dire faut faire comme moi. Tu vois, je dis juste, par exemple, le vélo. Clairement, moi, je t'ai vraiment poussé à passer au vélo parce que je savais que, en fait, t'allais kiffer, quoi. Et tu m'as dit, après avoir utilisé quelques mois ton vélo, pourquoi je l'ai pas fait avant, tu vois. Tout à fait. Et je t'ai prendre l'avion pour venir.
venir de... Mais je t'ai jamais dit, t'es un connard à pas prendre le vélo. Je t'ai dit, mec, si tu testes le vélo, tu verras que tu feras jamais marche arrière et tu reprendras plus. Mais moi, je suis à 100%, mais c'est pas pour. Je suis dans une démarche écologique, tu vois, même si je prends l'avion. C'est pour ça qu'il faut voir le bilan total. Non, mais en fait, ton bilan, à partir du moment où tu prends une fois l'avion, tu niques ton bilan de l'avion. Ouais, mais de toute façon, moi, je l'ai niqué aussi de la même manière. Ouais, quoi. mais moi, pour te dire, bon, après, c'est un truc un peu. J'ai l'impression qu'on a eu une jeunesse dans laquelle, enfin, une adolescence dans laquelle le plane shaming et tout ça, ça n'existait pas. Je veux dire, je sais même pas c'est un peu la honte de prendre l'avion. Ah oui, okay. C'est un truc un peu nouveau, tu vois. Ouais. Et qui est très suédois. Ouais, voilà. Il y a eu un mouvement. Et nous, on a quand même bien kiffé, quoi. Ouais, on grave. s'en foutait. Jamais on se posait la question. On se posait pas la question. On a visité je sais pas combien de pays en prenant l'avion, etc. Et en fait, maintenant, moi, depuis que je suis rentré du Mexique, je voyage plus beaucoup hors Europe ou très loin, tu vois. Ou alors, je prends le train et ça me va très bien, quoi. Donc, en fait, je sais pas si si j'avais 15 ans de moins, je sais pas quelles seraient mes... Ouais, mais là encore... ta réaction, quoi. Mais là encore, entre l'envie de voir le monde... Et la conscience écologique. Si tu avais une partie de ta famille qui était au Mexique, une partie de ta famille qui était un peu... J'ai des gosses là-bas, mais bon... Voilà. Ils sont pas au courant de faire. Tu vois, au bout d'un moment, c'est pour ça que je te dis, c'est très compliqué de voir, par exemple, quelqu'un qui prend l'avion ou machin, parce que tu sais pas quel est aussi leur parcours et quelle est leur vie et pourquoi ils le prennent, tu vois. Donc, au final, c'est que... Pour moi, l'écologie, c'est de toujours trouver la meilleure solution possible. Mais parfois, l'avion, c'est la meilleure solution possible. Ou la seule. Ou la seule, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai dit, moi, par exemple, je partais beaucoup aux États-Unis. Bah, au bout d'un moment, en fait, les avantages, là, tu sais, ça paraît, le mec, il cherche la carte de fidélité. Non, en fait, c'est qu'au final, tu remarques que ça te facilite ton voyage de 6 heures. Ça te fait gagner beaucoup de temps, ça te fait gagner beaucoup de choses. Et au final, tu payes moins cher sur une année. Tu dis, bah, vas-y, je vais rester avec une seule compagnie et je vais avoir, tu sais, le maximum d'avantages pour voyager aussi le moins possible, de ne pas faire 3-4 escales pour avoir un billet. Et toi, Alexis, tu as fait le truc le plus écologique possible, c'est-à-dire que tu es allé en Chine à pied. Ouais. En fait, écologiquement, non, je suis pas sûr que ce soit plus écologique de partir 1 an à pied en bouffant tous les jours que de prendre un avion, tu vois, pour arriver là-bas. Tu sais ce que je veux dire? Non, parce que tu t'aurais bouffé de toute façon sur place. Enfin... Ouais, mais... Ouais. Je sais pas, en fait. Rationnellement, si tu passes par la Terre pour aller en Chine, tu dépenses beaucoup plus d'énergie, en bouffant, etc. au quotidien. Si le but, c'est de comparer combien de temps ça prend, non, même pas combien de temps, mais le bilan carbone d'arriver en Chine, et que ça te prend 1 an par la route, ou 8 heures en avion. Ouais, mais par la route, t'as fait à pied pendant 6 mois. Ouais, mais on a mangé tous les jours. Oui, mais t'aurais mangé tous les jours en arrivant en Chine en avion. Oui, sinon tu serais mort. Non, mais genre, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que... manger autant, parce par exemple, si le but... tu manges pas autant que dans une année. Si le but, c'est juste d'arriver... si le but, c'est juste d'arriver en Chine et revenir, tu vois, genre... Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu le fais oui, d'accord. Si le but était simplement d'aller en Chine, il vaut mieux aller en avion. Hein, oui, d'accord. que de passer par la route, tu vois ce que je veux dire. Mais justement... C'est très mal amené. Mais c'est pour ça que c'est pas... Tu peux pas juste comparer comme ça, genre un bilan de mais à l'époque, en plus, j'ai pas du tout fait pour des raisons écologiques. Ah oui, non, mais j'imagine. C'est juste le délire de partir à pied à perpète, quoi. Et juste pour terminer, c'était 6 mois de voyage à pied? 1 an. 1 an? Ouais. Ok. En partant des Deux-Sèvres? Non, Angers. Angers? Maine-et-Loire. Représente. Ouais, on est parti d'Angers. On a un peu fait du stop en Europe parce que ça nous... l'Europe, c'était pas non plus on n'avait pas envie d'y passer. C'est parce que vous aviez envie de découvrir plus de temps, quoi. Ouais. On a vraiment commencé à marcher depuis la maison de Marco Polo à Venise. Okay. Un peu symboliquement, quoi. Ok. Et là, on s'est fait les Balkans et tout. L'Albanie, la Grèce, la Turquie, c'était hyper chouette, quoi. Et dans certains pays où on avait des visas courts, parce que c'est des dictatures, et que le pays est hyper grand, là, on était obligé de prendre le train ou le bus pour tracer. Genre, le Turkménistan, c'est hyper large et on avait 5 jours. Ouais. Donc là, t'es obligé de tricher un peu, quoi. Même en bon footing. Ouais. L'Ouzbékistan, pareil, quoi. Faut se lever tôt, quoi. Tu vois. Par contre, là où on pouvait marcher, genre la Turquie, on a marché 40 jours et on a fait
On n'a pas fait toute la Turquie à pied, mais on a quand même beaucoup marché, quoi. Ok. Ouais. Au final, tu as marché de Venise à Padova et après tout le reste, c'était. L'escroc. Et toi, Marie, tu te fais des road trips ou pas? Je t'imagine. J'ai fait les États-Unis, Canada, avant de venir en France. J'avais fait de Montréal jusqu'à San Francisco, mais c'était des avions. Là, il va péter un câble. C'était que des avions. Mais Wari, quoi. Non, mais moi, mon bilan carbone. Attends, on va pas repartir là-dessus. Il va te dire, donc, mais j'ai des miles. J'ai des miles. Non, mais genre road trip, partir 2 mois sac à dos, c'est un truc que t'as fait. Ça, c'était arrivé à LA, à San Diego, c'était voiture jusqu'à plusieurs villes de Californie, Nevada. Le road trip américain, quoi. Classique, ouais. Et après. Road 66. Ça, je l'ai fait en stop. Bah, cool. Super cool. Mais il y a quand même des gens qui me prenaient en voiture et qui consommaient. Hein. Voilà. Et surtout c'est génial. D'ailleurs, quand tu fais du stop sur la route 66, t'es pris parfois pendant 400 km, quoi. Puis à un moment donné, il te dit, je tourne là. T'as une route toute petite qui part dans une réserve, je sais pas quoi. Mais je t'ai coupé ici. Non, mais c'est ça. Après, j'avais fait un peu l'Afrique, Maroc, Algérie aussi en voiture. Après, la Chine, c'était pas vraiment road trip, mais c'était plus. En fait, moi, c'est généralement des villes. C'est-à-dire que je vais visiter des villes. Ouais. Après, je prends l'avion, je visite la ville. Donc, c'est pas. Le mec, en fait, son kiff dans la vie, c'est les aéroports. Voilà, moi, mais je te jure. C'est un fan d'aéroport. Il aurait dû être steward. Mais moi, de ouf. Moi, je suis un grand fan d'aéroport. Ah ouais? Il n'y a rien qui m'angoisse plus qu'un aéroport. Ouais, moi, je kiffe, je me sens à l'aise. J'adore l'ambiance. T'as une concentration de. Toutes les. Ils se ressemblent tous en plus maintenant, c'est comme les centres-villes. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, en fait, t'as plus la. Maintenant, c'est un peu le même. C'est ADP qui fait pratiquement. À part à Cuba. Vous êtes allé à Cuba, à l'aéroport? Non. Putain, mais c'est un gymnase, quoi. C'est l'omnisport, le truc. Non, mais vraiment, c'est bas de plafond, c'est mal éclairé. Ça a peut-être changé depuis, parce que les Américains, ils mettent leur nez, mais t'as l'impression de faire un retour dans les années 60, tu vois. Tu vois la chèvre avec Depardieu, ça ressemble un peu à ça. Okay. En pire encore. Ouais. Mais donc bienvenue dans ce podcast Géo. Géo et culture cinématographique. Mais c'est vrai qu'il a un bon point, c'est qu'avant, en fait, quand tu voyageais entre les pays, il y avait encore les différences culturelles. Ouais, alors que maintenant, tu as de plus en plus, par exemple, même quand tu vas acheter un souvenir, tu arrives, c'est que des M&M's partout, t-shirt, le même t-shirt partout. J'avais une vanne comme ça où je disais que je comprenais pas les Chinois qui venaient dévaliser les boutiques de souvenirs dans le 18e, alors que ça venait de chez eux, tu vois. Ouais. Et ça, je la faisais ici en disant c'est aussi stupide que les Français qui viennent à Barcelone pour voir un spectacle en français. Mais eux, c'est pire parce qu'ils achètent dans le 18e des trucs faits chez eux et dans le 8e des trucs qui vendent aussi dans toute la Chine, Louis Vuitton et compagnie. Ouais, mais du coup, ils se prennent la photo en disant qu'ils l'ont acheté sur place. Et ça, sur Instagram, tu as beaucoup plus de likes quand tu l'as acheté sur place. Ouais, mais c'est vrai que ça change par rapport à avant. Il y a cette mondialisation, la normalisation aussi. Enfin, tu retrouves la même chose un peu partout. Après, d'un côté, c'est bien quand tu es dans une ville et que tu as un peu de tout. C'est cool d'être à Paris et d'avoir des restos de... Là, maintenant, avec Internet, machin, tu perds un peu le dépaysement. T'es plus jamais paumé, quoi. Enfin, tu sais, tu perds globalement le dépaysement du voyage. Oui, c'est rare d'arriver dans une ville. Tu sais, je suis allé, je sais plus où, quelle ville du Pérou il y a quelques années. Et en fait, j'ai l'impression d'être en Europe, quoi. Ouais. Toutes les mêmes marques. En fait, après, je suis un peu con. Hein. Moi, je m'attendais à tous les voir avec des ponchos et des. Et en fait, c'est fini, ça. Ils s'habillent comme nous. Non, mais c'est partout pareil, quoi. Et ce qu'il y a, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, les gens prennent des photos où ils veulent te montrer l'authenticité d'un pays. Donc, s'il y a quelqu'un en poncho dans la rue, tout le monde va le prendre en photo. Et derrière, ils sont tous habillés Nike, Adidas et compagnie, mais là, il n'y a pas de photo, quoi. Là, c'était au Mexique, je crois, où il y avait une image qui m'avait marqué. C'était dans un petit village comme ça, vraiment perdu, où il n'y avait rien, mais il y avait Coca-Cola.
Ah bah oui. Il n'y avait pas d'eau. Mais non, mais c'est en fait il y a un village au Mexique dans le Chiapas où en fait quand tu rotes tu sors le diable qui est en toi. Et en fait c'est un village. San Juan de Chamula, ça s'appelle. Exactement, San Juan de Chamula. Et en fait du coup le chef du village a des accords. Soit avec Pepsi, soit avec Coca. Donc tous les 5 ou 7 ans, je sais pas s'ils sont en quinquennat ou en septennat de mairie. Ils renégocient. Et en fait, ouais, ils renégocient et le maire qui est élu, après, abonde de tous les produits selon avec qui il a signé. Ah ouais. Et tout ça dans un rite spirituel, Ouais, oui, évidemment. bien sûr. Mais tu rentres dans l'église et tout le monde est avec son Fanta, son Coca. Et tu sais, tu as un décalage. On dirait The Voice, tu vois, quand ils ont leur. Ou je sais pas, American Idol, quand ils ont leur truc de Dunkin' Donuts. Tout est pub maintenant. C'est la pub partout. Mais c'est hyper bizarre d'arriver dans un truc qui est à la fois très spirituel parce que les gens sont beaucoup plus à fond dedans que dans n'importe quelle église d'Europe et en même temps le merchandising et l'économie a pris le dessus, tu vois, donc ça fait un décalage qui est assez hallucinant, quoi. Mais au Ladakh, tu vois ce que c'est le Ladakh? Non. Oui, c'est une région du Jammu et Cachemire, c'est dans le nord de l'Inde. Ouais. Le Ladakh, c'est vraiment une région hyper fermée. 8 mois de l'année, en fait, tu peux pas y accéder parce que c'est gelé. Les routes sont barrées, etc. Et en fait, moi, j'y étais allé en 2009, j'y ai passé 6 mois. Et en fait, tu vois, à la fin de l'hiver, alors que toutes les routes sont encore gelées, des caravanes de mules qui traversent la montagne chargées de Coca-Cola pour ravitailler des villages où il n'y a rien. C'est genre il y a le 6, produit 7 de mules. première nécessité. Exactement, ils ont que ça pour les touristes. C'est incroyable. Et il n'y en avait pas il y a 10 ans, tu vois. Ok. Et parce qu'on va pas tarder à terminer, juste du coup là vous êtes tous les deux, vous faites des chroniques hebdomadaires. Toi à Nova et toi à France Inter. Toi ça fait combien de temps, Alexis? Ça fait 3 saisons. Ouais, 3 saisons. Et toi, Marie? Moi c'est depuis janvier là, ça fait 3 mois quoi. Ok. Et du coup, c'est un truc que vous cherchiez à faire, ou c'est plutôt l'opportunité qui est arrivée Non, moi je cherchais pas à en faire, mais c'est à l'époque quand j'ai commencé à bosser avec Bouchard, Jean-Philippe Bouchard, c'est lui qui m'a branché avec France Inter, quoi. Ouais. Et à l'époque, je faisais des roues libres sur ma page YouTube, pardon. Enfin, j'en fais toujours de temps en temps. Et du coup, il leur avait envoyé ça. Tu te balades à vélo en racontant un peu ce qui se passe par la tête, quoi. Ouais. Mais je faisais 100 vues à l'époque avec ces trucs-là. Et en fait, ils ont regardé et ça leur a plu pour un essai. Puis après, l'essai s'est transformé. Puis depuis, on continue, quoi. Mais non, j'avais pas la prétention de... Parce que j'arrivais, moi, dans le stand-up. Hein. Je suis arrivé en 2016 en France. T'es arrivé dans le stand-up en France? En France, ouais. Parce que t'en avais déjà fait un peu au Mexique. Mais j'étais inconnu en France. Ouais. Donc, c'est allé vite, en fait, parce que j'ai commencé en 2018 et ça faisait 2 ans que je faisais du stand-up en France, quoi. Ok. Et toi, ça s'est présenté comment? Moi, c'était après l'émission de Kian Kojandi. 60 où j'ai reçu un mail de la radio, donc l'animatrice Marie Bonisso, que je salue. Mais c'est drôle, petite parenthèse, en fait je faisais de l'impro avec elle il y a 10 ans. Ouais. Ah, c'est marrant. Cool, elle est super forte en impro, c'est vrai. Et c'est elle qui me dit, voilà, il y a un spot qui se libère, est-ce que ça te dit de faire un test? Et je dis ouais, grave. Donc j'ai fait un test, c'était en décembre. Et après, à la rentrée, j'ai commencé avec eux. Et c'est un exercice qui n'était pas prévu, et c'est un truc que vous kiffez? Honnêtement, c'est très. Moi, j'aime bien l'actu, donc je trouve que ça permet de canaliser. Le problème que j'avais dans le spectacle, c'est que j'aimais tellement parler d'actu que c'est pour ça que ça changeait tout le temps. Et là, d'avoir comme ça une chronique, sas d'actu, c'est ça. Donc là, quoi. ça permet de libérer. Donc généralement, j'écris le jour même, donc le mardi. Je regarde les infos parce que comme ça change tout le temps. Ah, t'écris le jour même? Ouais, j'écris toujours c'est-à-dire que le matin, je regarde les infos et je vois ce qui m'inspire parce que j'avais une fois essayé d'écrire la veille et c'était le jour où il y avait la séparation des Daft Punk.
Okay. Et donc le lendemain, je vois que les Daft Punk ont pris le dessus. Je fais putain, mais j'ai écrit un truc, mais ça n'a pas. Ouais, et puis t'as toujours là, comme il y a des chroniqueurs tout le temps, enfin sur toutes les émissions, Ouais. t'as aussi le truc de si t'arrives juste 1 ou 2 jours après l'info, en fait les vannes ont déjà été faites. C'est ça. Du coup, en fait, c'est un exercice qui demande vraiment de rebondir sur un truc d'actu. Et du coup, ça sert à rien de l'écrire avant. Okay. Et c'est un exercice qui est différent du stand-up. C'est pas. Là, c'est un one-shot. Si ça fait rire, ça fait rire. Ça fait pas rire, c'est fini, quoi. T'as pas le côté stand-up, j'ai rodé. Je vais le travailler derrière. Ouais. Parfois, tu te rends compte en la faisant qu'en fait, putain, il y avait là où tu croyais qu'il y avait une vanne, en fait, il n'y a pas. Et en fait, tu croyais que c'était ta vanne de la chronique, parce que parfois, tu as une bonne vanne au milieu de chronique, tu sens que celle-là, tu mises dessus, quoi. Et tu peux pas faire. Tu prends un petit vent là-dessus. Et là, tu commences à sentir mauvais sous les aisselles, mais il faut encore tenir 2 minutes, quoi. Parce que tu peux pas repartir sur une bonne chronique du sûr. Non, ce qui est dur, c'est que en fait, ta chronique, elle est vachement liée au contexte de l'émission. Parfois, tu as des trucs, je veux dire, tu reçois un juge antiterroriste ou tu reçois une nana qui a écrit un truc sur un viol. Bon, il y a une ambiance un peu pesante quand même. Tu vois, tu prends la parole à un moment donné, c'est bon, allez, à toi, fais nourrir. Et ça, tu le sais en amont ou pas tu sais qui est invité, mais parfois il y a des chroniques, des émissions où le thème est anxiogène, mais en fait ça se passe super bien parce que l'ambiance est cool et des contractes. Des contractes. C'est une personne drôle. C'est pas parce que tu as vécu un viol que tu n'es pas fondamentalement une personne enjouée, drôle, etc. Puis à l'inverse, il y a des gens qui, qu'ils aient subi un truc grave ou pas, sont des personnes plus down, plus dark. Et en fait, ça, tu t'en rends compte en rencontrant la personne. De toute façon, tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir. Et au bout de 20 minutes, c'est ton tour et faut prendre la balle au rebond, quoi. Et toi, t'écris en amont ou tu fais le jour J? Non, moi c'est le matin la chronique, donc en général. Ça te ferait le veto quand même. Ouais. Et surtout que moi je fais pas beaucoup d'actualité, donc je m'en fous un peu. J'aime bien genre avoir la veille au moins, la veille le matin, genre 24 heures avant, d'avoir une idée de ma chronique déjà, quoi. Et si l'avant-veille, j'ai déjà un sujet, c'est encore mieux. Comme ça, j'écris un premier jet, je laisse reposer, je reviens dessus. Puis voilà, quoi. Et par contre, à chaque fois, le matin, je me lève 1 heure avant. Et puis, je me donne 1 heure pour retravailler le truc, quoi. On n'arrête pas ça, là, quoi. Ce qu'il faudrait pas trop faire, en fait, parfois. Parce que tu perds un peu en spontanéité, quoi. Mais voilà, après, tu les connais, les gens qui t'écoutent. Donc, tu essayes de voir à peu près là où ils vont rire, etc. Puis parfois, tu as une bonne surprise. Et parfois, c'est moins le cas, quoi. En fait, c'est assez... comment on pourrait dire ça? C'est ingrat parfois la chronique. Dans le sens où tu arrives parfois, tu crois vraiment que tu as une bonne chronique, quoi. Puis en fait, je sais pas, tu l'as fait mal ou machin, tu ripes sur une phrase, les gens t'écoutent pas, il y a les portables qui vibrent. Il y a plein de choses qui peuvent venir un peu mettre des bâtons dans les roues. Puis parfois, tu t'attendais pas à grand chose et bim, tu vois. Ouais, en fait, c'est le côté. En plus, tu as 2 vies, la chronique. C'est que tu as une vie quand tu la joues en direct et une vie sur les réseaux. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai que tu sais pas pourquoi. Il y a certaines chroniques qui vont marcher plus que d'autres parce qu'il y a une phrase qui a peut-être parlé. Ouais, voilà. Et l'algorithme aussi, c'est que s'il la poste à un moment où je sais. En fait, maintenant, c'était tellement compliqué. C'est-à-dire que tu peux plus. Un certain temps, tu as quand même tes gens qui t'écoutent et tu fais plus ou moins à peu près le même nombre de vues. Mais comment t'expliques que parfois il y a vraiment des chroniques qui sortent du lot et tu dis, mec, moi j'écris de la même façon. Tu vois. Je trouve que c'est quand même assez fidèle à la chronique, moi. Je trouve que les bonnes chroniques marchent et les moins bonnes marchent moins, quoi. Enfin, j'ai cette impression-là, en tout cas, me concernant. Je sais pas. J'en sais rien. Non, mais t'en fais aussi des chroniques. Si, toi, t'en fais avec, j'ai vu là sur avec Zoom un peu. Ouais. En fait, il m'a proposé ça pendant le confinement et du coup, je me suis dit que c'était une salle de gym. De gym, ouais. Une salle de gym. Et du coup, ça me fait un peu la main. Hein. Et donc non, c'est cool, mais et toi, comment t'écris? Est-ce que toi aussi tu regardes un peu en ce qui fait, se passe? ce que je faisais à un moment, c'est que quand je me baladais, en fait, je me suis pas confiné le deuxième confinement. J'étais avec mon van et donc je changeais un peu de région et donc je m'amusais à acheter le journal de la veille et je lisais le journal et je me faisais une chronique régionale. Tu vois. Ouais. Et donc ça m'amusait bien. Mais là, par exemple, hier matin,
matin, j'ai regardé le documentaire La sagesse de la pieuvre qu'a eu l'Oscar. Ouais. Et en fait, le documentaire m'a saoulé, quoi. Ah ouais. Et, ouais. Guillermo en a fait une où il dit que le documentaire est génial. Ah ouais, j'ai trouvé ça insupportable. Tu sais, c'est mélo. J'allais dire à l'américaine, mais c'est sud-africain. Mais c'est genre le gars, il est timide. Il dit qu'il est timide, qu'il allait pas bien en début avant de commencer son documentaire. Et les premières 15 minutes, tu vois pas de pieuvre. Tu vois que le Craig Forrest qui est en train de chialer sur sa situation avec des images de sa villa paradisiaque en face de la mer, en disant que de temps en temps, il avait des inondations, tu vois, qu'il parlait plus avec son fils. Et puis en plus, il y a des images avec une musique de violon quand la pieuvre vient vers lui, genre c'était incroyable. Et en fait, tu prends un c'est pas sorcier sur la pieuvre, et en fait, ils sont là, ils embrassent la pieuvre et tout ça. Et il y a Hugo, chez qui je squatte à Barcelone, qui m'a montré un autre truc où il y a des gens qui ont dit, après avoir vu la sagesse de la pieuvre, on a croisé une pieuvre, et la pieuvre, elle sort vraiment de l'eau, elle vient vers eux, elle les embrasse, alors que les gars, ils étaient juste en train de passer sur le ponton, tu vois. Et l'autre connard, il nous fait 1h30 en disant c'est incroyable, j'ai lié une amitié de ouf, alors qu'en plus, à un moment, la pieuvre, elle se fait attaquer par un requin, et lui, il continue à filmer, tu vois. Genre, moi, j'ai un pote qui se fait attaquer par un requin, je suis en train de le filmer, je me dis pas, faut que je termine la vidéo, tu vois. Donc, il pense Oscar, lui. Non, mais il pense pas au poulpe. Il a l'Oscar, tu vois, mais pour moi, c'est vraiment du foutage de gueule, ça m'a énervé. Oui. Mais j'avais envie de frapper quelqu'un à la fin du documentaire. Ah putain, on l'a refait. Est-ce qu'il n'y a pas un autre poulpe là parce que... Et en plus, peut-être après, c'était. Renvoie le requin, je l'ai pas eu. Ils ont tout ça me rappelle un truc une fois. Putain, au Kyrgyzstan, il y a une tradition, c'est la chasse à l'aigle. Okay. C'est une chasse à l'aigle. Ils chassent des. Comme un dimanche, quoi. Voilà. Et donc, à l'époque, on voit. Je sais pas, un truc de chasse à l'aigle dans un village, puis on sonne, quoi, un peu par curiosité, on se demande ce que c'est que la chasse à l'aigle, puis le mec, 2-3 mouvements, il dit « Ah vas-y, je vous emmène à la chasse à l'aigle ». Alors nous, on se dit « Trop bien », quand on accompagne, tu sais, genre un peu pas un chevalier, mais un chasseur avec son haut de forme, parce que tu sais, ils ont des coiffes traditionnelles hyper stylées là-bas, et des grands manteaux de moutons, quoi. Donc on va avec lui, puis en fait, il avait un pick-up. Il nous fait monter dans le pick-up, il met son aigle à côté de nous dans le pick-up, puis derrière, il charge 2 lapins dans le pick-up. Puis il nous emmène à la chasse à l'aigle. Sauf que les proies, elles étaient derrière, quoi, tu vois. En fait, à un moment donné, on monte la colline, il fout les 2 lapins en bas, il avait l'aigle sur l'épaule, puis à un moment donné, il lâche l'aigle, et l'aigle, il va buter les lapins. qui était en bas du pick-up. Et nous, on avait payé pour ça. Démonstration de chasse à l'aigle. C'était des lapins blancs qui courent même pas, quoi. Pas des lapins de Garenne. Ils ont vu l'aigle arriver, ils ont pas bougé. Voilà. Vous avez payé pour voir le repas d'un aigle. Tellement mal, quoi. Ouais, exactement. Et comment il mange. Et tu sais, on avait le guide du routard à l'époque. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de voyager avec des guides du routard et des trucs comme ça. Qui disent ne ratez pas une chasse à l'aigle traditionnelle et tout. Putain, mais traditionnel, mon cul, quoi. Le voyage en pick-up est. En même temps, dès qu'il a mis les lapins dans le pick-up, on avait compris. On était là. Vas-y, on a payé. On va voir la chasse, quoi. Peut-être que le lapin, il va fuir, il va se trouver un terrier, il va se foutre dessous. Pas du tout, quoi. Le lapin, il a pas bougé d'1 centimètre. Magnifique. Mais ça, les trucs des guides de routard, c'est toujours. C'est comme quand tu vas regarder les baleines et qu'elles sortent pas, en fait. Et ils te disent, ouais, peut-être qu'on va voir. Et en fait, tu passes 2 heures à attendre comme un con. Et après, ils disent, il n'y avait pas de baleine. Bah oui, mais en même temps, les gars, on va voir des êtres vivants, donc ils sortent pas. Oui, pas des fonctionnaires. Mais dans ce cas-là, tu le dis dès le départ, tu dis, tu payes si tu vois des baleines. Déjà, un guide de voyage où ils te disent où manger français dans chaque ville, ça te dit long. Ça en dit long sur le voyage en question, quoi. Tu sais, c'est que des gens du 16e, en fait, comme le guide du routard. T'as l'impression qu'ils vont à Marrakech pour manger du. Mais d'ailleurs, j'étais en école de commerce avec le fils d'un des 2 fondateurs, tu vois, et effectivement. T'as pas envie de partir en road trip avec la chemise blanche et puis Bermuda. Ouais, c'est ça. C'est ça, quoi. Oh, des autochtones. Ouais, voilà, mais tellement. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de ce podcast qui était plus tourisme. Voyage en terre inconnue. Rigolade étrangère. Voilà, exactement. Quelque chose à rajouter ou on va faire une sieste ?
pas tous ensemble. Mais... Ouais, bah déjà merci de nous recevoir pour la deuxième fois. C'est toujours donc la troisième fois, ça va être dans quelle ville? Eh bah écoute, alors qu'est-ce que j'aimerais développer comme ville la prochaine fois? La prochaine, on fait ça dans un salon d'une compagnie aérienne où t'as tes entrées là. Mais oui, faudrait la prochaine, on fait ça à Oran, on va jouer en Algérie. Mais grave. Et puis on fait ça. J'adorerais aller en Algérie. Moi aussi. Mais moi j'adorais aussi aller en Algérie parce que c'est fermé pour les Algériens. Un jour tu nous emmènes là-bas. Mais en plus il y a des projets pour faire des. On voulait faire un comedy club mais ils ont fermé là, ça y est. Non, mais ça va rouvrir. Quand ça va rouvrir. Quand ça va rouvrir. Et bah du coup la prochaine fois sur un plateau avec Warid Hichen et Alexis Rossignol, on enregistre depuis le lounge Air France à Oran. Et ben voilà. Vamos. Et comment on dit au revoir en arabe? Mslama. Et ben Mslama. Stand up, encore une fois, oui, il y a des hauts, il y a des bas.